La Seconde Guerre mondiale n'a pas été une période glorieuse pour l'armée française, nous pouvons tous en convenir. L'effondrement français face à la machine de guerre d'Hitler en a fait la cible de plaisanteries faciles depuis lors. Bonjour, bande de singes capitulards mangeurs de fromage. Il n'a fallu que 6 semaines entre le passage des premiers chars allemands à la frontière et la signature par la France de la perte de sa liberté et de sa dignité. La chute de la France était tout aussi stupéfiante à l'époque qu'aujourd'hui. Le monde entier s'attendait à ce qu'elle oppose une résistance bien plus farouche, y compris les Allemands eux-mêmes. On croyait que la France possédait l'une des armées les plus puissantes du monde. Pendant la Première Guerre mondiale, elle avait tenu tête aux Allemands pendant 4 ans. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle s'est effondrée en quelques jours. Pour les gens de l'époque, c'était stupéfiant. Je dois sûrement rêver, résumait un pilote français dans ses mémoires. Un diplomate américain a déclaré qu'aucun autre événement n'avait jamais autant stupéfié le monde entier. Il serait facile de supposer que les nazis ont gagné grâce à une supériorité militaire écrasante, à un plus grand nombre d'hommes ou à un équipement de meilleure qualité. Ce n'est pas le cas. L'effondrement français était en réalité bien plus complexe et plus intéressant que cela. Cette histoire sera le cœur de la vidéo. Cependant, avant d'entrer dans les détails, un aperçu de la genèse est nécessaire. L'histoire étonnante de la bataille de France. À la fin des années 1930, la guerre était clairement à l'horizon. Hitler avait établi un État totalitaire en Allemagne, mais cela ne lui suffisait pas, il en voulait plus. Son livre Mein Kampf, ou Mon combat, révélait l'étendue de sa haine envers les Juifs et sa conviction que la race allemande devait dominer le monde. Toutes les nations d'Europe se réarmaient aussi vite qu'elles le pouvaient. La guerre éclata finalement le 1er septembre 1939, lorsque Hitler envahit la Pologne. En réponse, la Grande-Bretagne et la France déclarèrent la guerre à l'Allemagne. La France lança une brève offensive en Allemagne, mais se retira après seulement quelques jours. Durant les mois qui suivirent, la guerre connut une accalmie avec peu d'affrontements. Cette période fut nommée la drôle de guerre. Pendant tout ce temps, chacun faisait tout son possible pour renforcer son armée et se préparer à la reprise inévitable des combats. Le plan de la Grande-Bretagne et de la France était d'utiliser la marine britannique pour bloquer l'Allemagne tout en se préparant à défendre la France contre une invasion nazie. Cette invasion a finalement eu lieu en mai 1940, soit 8 mois complets après la déclaration de guerre. La Grande-Bretagne et la France présumaient que l'invasion allemande traverserait la Belgique, l'itinéraire historiquement emprunté maintes fois. Ils ont précipité leurs meilleures forces France en Belgique pour faire face à l'avancée allemande. Malheureusement, ils se sont trompés. Peu de forces allemandes sont entrées en Belgique. Les Allemands ont plutôt concentré leur attaque plus au sud, à travers la forêt des Ardennes. Les Français pensaient que les Allemands ne pourraient pas attaquer via les Ardennes, car ils croyaient qu'il serait impossible de déplacer beaucoup d'hommes et de véhicules à travers la forêt. Cela forcerait aussi les Allemands à franchir la Meuse dans une position vulnérable. Les Français avaient parié à tort que les Allemands n'attaqueraient pas à cet endroit. En seulement 3 jours, les Allemands ont traversé les Ardennes et franchi la rivière Meuse. De là, ils ont avancé rapidement vers la Manche. Ils avançaient aussi vite qu'ils le pouvaient, ignorant presque imprudemment toute menace d'une contre-attaque potentielle. Ils ont atteint la Manche 1 semaine après avoir franchi la Meuse, 10 jours seulement après le début de l'invasion. Pour les Alliés, ce fut un désastre colossal. Une grande partie de leurs forces était désormais encerclée, coupée du reste de la France. Cela a entravé la communication, semant la confusion chez les Alliés. Leur seul espoir était de percer le corridor allemand et de sortir de l'encerclement. Les Alliés n'ont pas réussi à le faire. Au cours des jours suivants, l'étau allemand autour de cette petite poche alliée s'est resserré jusqu'à ce que les Alliés soient forcés de retirer leurs forces, la fameuse évacuation de Dunkerque. Avec cela, la volonté de combattre des Français s'est totalement effondrée. En quelques jours, ils envisageaient déjà un armistice, et le 22 juin, l'accord était signé. L'Allemagne nazie a occupé le nord de la France, et le sud est devenu l'État vassal de Vichy. En 6 semaines, Hitler avait réussi ce que l'Allemagne n'avait pas pu faire en 4 ans durant la Première Guerre mondiale. Donc, si la France est tombée en seulement 6 semaines, il serait raisonnable de supposer que cela était dû à une supériorité militaire allemande écrasante. Plus d'hommes, plus de chars et d'avions, de meilleurs chars et avions. Je vais vous démontrer que les deux armées étaient en réalité assez similaires.
en commençant par l'analyse de leur infanterie. Les Allemands disposèrent de 3 millions d'hommes pour l'invasion. La moitié n'avait reçu que peu d'entraînement et avait plus de 40 ans. Seuls 10% d'entre eux étaient motorisés, disposant de véhicules pour leur déplacement. Les 90% restants devaient en marcher. Pour les 3 millions d'hommes, il n'y avait que 120 000 véhicules. La logistique se faisait surtout avec des véhicules hippomobiles. Pour repousser les envahisseurs nazis, la France avait 2 200 000 soldats. Ces hommes avaient accès à 300 000 véhicules pour le transport, soit plus du double de ce que possédaient les Allemands. La France avait aussi l'appui de ses alliés. La Grande-Bretagne comptait 200 000 soldats en France, tous motorisés. La Belgique et les Pays-Bas ont également contribué, peut-être jusqu'à 1 million d'hommes à eux deux. En ce qui concerne les chars, là encore, les Français pouvaient absolument rivaliser avec les Allemands. La France disposait d'environ 3000 chars modernes pour repousser l'invasion. C'était un peu plus que les Allemands, qui en avaient environ 2500. Il est difficile de comparer la qualité car il y a de nombreux facteurs différents à considérer. Taille, vitesse, blindage, puissance de feu et maniabilité. Cela dit, la plupart des historiens s'accordent à dire que les Français avaient en fait le meilleur char polyvalent, le Sommer S-35. Il était rapide, bien protégé et surpassait en puissance de feu son équivalent allemand, le Panzer III. Les Français avaient aussi le meilleur char lourd, le B1. Le B1 surpassait le char lourd allemand Panzer IV en termes de puissance de feu et de blindage. Son blindage était 2 fois plus épais. Le B1 avait tout de même quelques faiblesses. Il était 2 fois moins rapide que le Panzer IV. En raison de sa taille, il consommait beaucoup de carburant, limitant son autonomie à environ 4 heures. Malgré un léger avantage français en chars, il possédait un avantage significatif en artillerie. Il disposait une jointe d'environ 11 000 canons contre 8 000 pour l'Allemagne. Les Français avaient aussi une plus grande proportion de canons puissants de gros calibre. Cependant, la France manquait d'armes anti-chars. Elle ne disposait que de 270 de ses meilleurs canons anti-chars. De nombreuses unités étaient équipées d'un canon obsolète, inefficace contre les chars modernes. Les Français avaient également une grave pénurie de canons anti-aériens. Ils n'en avaient en tout qu'environ 4 000 contre 9 000 pour les Allemands. Certaines unités devaient même utiliser des mitrailleuses légères contre les avions. Je pense que le principal domaine dans lequel la France avait un désavantage significatif, c'était avec son armée de l'air. Durant les années 30, la production aéronautique française était moins efficace qu'espéré. Les Français avaient donc tenté de créer des avions polyvalents servant de bombardiers, chasseurs et appareils de reconnaissance. En réalité, ils auraient sans doute dû construire des avions spécialisés dans une seule fonction. Ils ont également eu du mal à atteindre le niveau de production qu'ils souhaitaient. En 1936, la Luftwaffe allemande a dépassé l'armée de l'air française, tant en qualité qu'en quantité. Les Français étaient conscients de ce manque. Le chef d'état-major de l'air français a averti le gouvernement qu'en cas de guerre, l'armée de l'air française serait détruite rapidement. En mars 1938, le gouvernement a priorisé le renforcement de l'armée de l'air. 42% des dépenses militaires ont servi à construire des avions et former les pilotes. Cela a fini par commencer à porter ses fruits. De novembre 1938 à septembre 1939, la production est dépassée de 41 avions par mois à 300. Hélas, c'est arrivé un peu tard. Au moment de l'invasion allemande, l'armée de l'air française n'avait toujours pas assez d'avions et beaucoup de ceux qu'elle utilisait étaient assez dépassés. Par exemple, la France a conçu un bon chasseur, le Dewatin D520, qui était aussi performant que les meilleurs chasseurs allemands, mais la production n'a commencé qu'en décembre 1939. Il n'y en avait donc que 80 disponibles au moment de l'invasion allemande en ce qui concerne le nombre total d'avions. Il est difficile de comparer les deux camps en termes d'avions. Faut-il prendre en compte le nombre total d'appareils ou seulement ceux prêts au combat ? Doit-on compter de la même manière les avions modernes et anciens ? Les estimations varient selon les critères retenus. Peu importe la méthode de calcul, l'Allemagne nazie détenait un avantage considérable. Voici quelques estimations sur la comparaison des forces aériennes. L'Allemagne avait presque 3 fois plus d'avions. Les Britanniques ont bien contribué avec environ 400 avions, mais ce n'était pas suffisant pour combler l'écart. Dans l'ensemble, je pense donc que les Allemands avaient un avantage en termes de puissance militaire, mais je ne pense vraiment pas que c'était écrasant. Je ne pense pas que cela explique pourquoi la France est tombée en seulement 6 semaines.
D'autres preuves que la défaite française n'était pas une conclusion inévitable viennent de ce que les gens disaient auparavant. L'armée française est plus forte que jamais dans son histoire, déclara un général français. Des étrangers étaient d'accord. Le rédacteur militaire du New York Times a déclaré que l'armée française a longtemps été considérée par les experts comme la meilleure du monde et que ses meilleures divisions sont sans aucun doute inégalées. Même les Allemands estiment que l'armée française est de premier ordre. L'un des premiers plans allemands prévoyait qu'il en coûterait 1 demi-million de soldats allemands rien que pour repousser les Alliés jusqu'à la rivière Somme. L'attaque principale de l'Allemagne contre la France ne serait possible que 2 ans après. Lorsque Hitler exigea une attaque décisive et rapide, semblable à celle infligée à la Pologne, on lui répondit que cela ne serait pas possible contre une armée aussi puissante que celle des Français. Si la supériorité militaire écrasante n'était pas la clé de la victoire allemande, qu'est-ce qu'il était alors ? Je vais surtout parler de l'offensive allemande à travers les Ardennes, car son importance ne peut être surestimée. Ils sont partis du territoire allemand pour atteindre la Manche en seulement 10 jours. Voici à quoi ressemblait la carte le 10 mai. Voici à quoi elle ressemblait 10 jours plus tard, le 20 mai. Je trouve ça dingue. Je ne pense pas que la guerre devait forcément être perdue à partir de ce moment-là, et j'en parlerai plus tard, mais c'était un revers énorme. Alors comment diable les Allemands ont-ils pu faire ça ? D'abord, dire que les Français n'étaient pas préparés à une attaque à travers les Ardennes est un énorme euphémisme. Ils ont fait toute leur planification militaire sans prêter la moindre attention à l'idée que les Allemands attaqueraient là où ils l'ont fait. Pour être honnête, ils avaient des motifs de croire que c'était improbable. Ils supposaient, compréhensiblement, qu'en tant que région vallonnée et boisée, il serait très difficile d'y faire passer beaucoup d'hommes et de véhicules. Une fois les Allemands traversé la forêt, ils devraient en franchir la Meuse, vulnérables pendant cette période. Depuis l'époque romaine, les armées transitant entre la France et l'Allemagne passaient par la Belgique. Les plaines belges étaient les plus faciles à traverser pour une armée d'invasion et offraient la route la plus courte vers la France. Comparez cela avec les Ardennes. La région était vallonnée, boisée avec un réseau routier médiocre. En mars 1934, un général français avait déclaré que la région était impénétrable. Selon ces mots, tout ennemi qui attaquerait là serait pris en tenaille en sortant de la forêt. Selon un général, les Ardennes ne sont pas un secteur vulnérable, car elles n'ont jamais favorisé de grandes opérations. La France a supposé que la Belgique serait à nouveau la route d'invasion, et a fait des préparatifs en conséquence. Leur plan était de dépêcher leurs meilleures forces en Belgique dès le début des combats, afin de rencontrer les Allemands, qui arrivèrent. Étant donné que la Première Guerre mondiale s'était déroulée en grande partie sur le sol français, ils étaient désireux de maintenir autant de combats que possible en Belgique. Étant donné qu'ils s'attendaient à ce que l'invasion passe par la Belgique, les Ardennes d'autant n'étaient que très peu défendues. Les quelques forces qui la défendaient étaient mal entraînées et mal équipées. L'un des généraux chargés de défendre les Ardennes s'en est plaint, mais ses appels ont été ignorés. Des membres du gouvernement ont aussi essayé de souligner cette faiblesse. Un rapport gouvernemental en mars, 2 mois avant l'invasion, évoquait de graves insuffisances dans les défenses françaises. Un autre général a réagi avec fureur, affirmant qu'il jugeait inutile de renforcer en urgence le front à cet endroit. En passant par les Ardennes, les Allemands rompaient avec l'histoire. Leur plan était audacieux et extrêmement risqué. Même certains des commandants allemands eux-mêmes doutaient que cela fonctionnerait, et certains pensaient que ce serait un désastre. Le chef d'état-major allemand a écrit qu'il n'y avait que 10% de chances que le plan fonctionne. Les doutes étaient compréhensibles. Faire traverser une armée massive dans cette région au réseau routier limité était une opération logistique extrêmement difficile. Les Allemands devaient non seulement traverser la forêt, mais aussi le faire rapidement. Ils devaient agir avant que la France ne puisse réagir. S'ils passaient des jours sur les routes des Ardennes avec leurs véhicules pare-choc contre pare-choc, ils seraient des cibles faciles pour les bombes et l'artillerie alliées. À quelle vitesse les troupes allemandes pourraient-elles traverser la forêt ? Un commandant pensait qu'il faudrait 4 jours, d'autres pensaient 9. Tout dépendait de cette question cruciale. Donc la France a commis une terrible erreur en ne faisant pas plus pour défendre les Ardennes, mais sûrement une fois l'attaque lancée, ils ont rapidement compris ce qui se passait et ont agi rapidement pour la contrer, n'est-ce pas ? Non, les Français ont mis incroyablement longtemps à comprendre ce que faisaient les Allemands. L'attaque a commencé à 4h30 le 10 mai. 130 000 soldats et 1600 véhicules ont commencé à traverser la forêt des Ardennes. Selon les mots d'un commandant allemand, c'était le plus grand embouteillage connu à cette date en Europe.
La reconnaissance aérienne française a détecté d'importantes forces motorisées et blindées, ainsi que du matériel de franchissement en mouvement dans les Ardennes. Pourtant, les Français n'ont toujours pas compris ce qui se passait. Un commandant français local n'a pas réclamé de renfort de bombardiers. Un autre général français a ordonné des bombardements, mais a été désavoué. Les Allemands ont traversé les Ardennes en rencontrant peu de résistance française. La majorité des unités n'ont croisé aucun soldat français. Les troupes sith françaises, en sous-nombre, ont dû rapidement se replier face à l'avancée allemande. Bien qu'ils aient à rencontrer des effectifs plus importants que prévu, ils ne réalisaient le pas qu'il s'agissait de l'offensive principale. Les premières unités allemandes atteignirent la Meuse en 2 jours. Elles devaient maintenant la traverser. Une fois de plus, les Français devaient essayer de deviner les plans allemands. Où tenteront-ils de franchir la rivière ? Le commandant français pensait que ce serait au sud et y plaça ses meilleures unités. Il supposait que la ville de Sedan n'était pas vulnérable en raison des obstacles naturels de la rivière. Il y posta donc ses troupes les plus faibles, une division de réservistes de la série B. Non seulement ils étaient un peu mal entraînés, mais toute la division ne disposait que d'un seul canon anti-aérien. Une fois de plus, les Français avaient complètement mal jugé les plans allemands. Sedan était en fait une de leurs cibles principales. L'attaque a débuté à 7 h le 13 mai, 3 jours après le lancement de l'invasion. Les bombardiers en piqué allemands ont pilonné les positions françaises pendant 8 heures. Les troupes françaises impuissantes ont perdu leur morale. Puis les Allemands ont commencé à traverser la rivière. Si les Français avaient eu ne serait-ce que des forces raisonnables dans la région, ils auraient pu infliger des pertes importantes aux Allemands et potentiellement les repousser. Les Allemands traversèrent dans des canaux qui pouvaient à peine rester à flot à cause du poids de leur équipement. Ils étaient extrêmement vulnérables. Les Français ont pu infliger quelques pertes, mais pas suffisamment. Les Allemands sont traversés la rivière et ont pris les bunkers français. Une escouade de 11 Allemands a réussi à prendre 7 bunkers français. À 5h30, moins de 11 heures après le début de l'assaut, les Allemands construisaient leur premier pont sur la rivière. Au cours de l'après-midi, des soldats français ont commencé à fuir leur position, ce qui a rapidement dégénéré en une panique généralisée. À la fin de la journée du 13, les Allemands avaient traversé la rivière à Sedan et à 2 autres endroits. 3 jours après le début de l'invasion, la France a réalisé la gravité de la situation. Ils ont compris quel était le plan allemand et qu'ils étaient extrêmement mal préparés pour y faire face. Le quartier général français était envahi par le désespoir. Un commandant français a déclaré en larmes « Il y a eu un effondrement ». Je pense qu'on peut déjà voir plusieurs problèmes majeurs que la France a rencontrés. Le premier était son incapacité totale à deviner les plans allemands. Ils se sont trompés en pensant que les Allemands entraient par la Belgique. Ils se sont mépris sur l'endroit où les Allemands tenteraient de franchir la rivière. Il est difficile de dire s'il s'agissait d'une terrible erreur de jugement ou simplement de malchance, mais une chose est sûre, cela leur a coûté cher. Les Français auraient alors dû prêter plus d'attention à la possibilité que les Allemands fassent quelque chose d'inattendu. Ils auraient dû anticiper les stratégies allemandes qui les rendraient très vulnérables. La réaction au quartier général révèle un autre problème majeur pour les Français, une mentalité défaitiste et un moral bas. Les Allemands avaient traversé la rivière en 3 endroits, ce qui était effectivement un revers majeur, mais ce n'était pas la fin du monde. Ces têtes de pont étaient très petites et vulnérables à une contre-attaque. Un autre gros problème pour les Français est leur manque de flexibilité. Ils étaient complètement incapables de réagir au mouvement allemand et de lancer une contre-attaque efficace. Malgré l'hésitation initiale, la contre-attaque prévue pour la veille du 13e n'a débuté que le matin suivant. C'était en partie parce que la doctrine française disait que les offensives devaient être soigneusement planifiées à l'avance. Alors que les Français tardaient, les Allemands s'efforçaient de faire traverser un maximum d'hommes et de chars de l'autre côté de la rivière. Lorsque la contre-attaque française a eu lieu, les Allemands avaient déjà assez de ressources de l'autre côté de la rivière pour les repousser. À ce stade, 2 divisions d'infanterie françaises entières s'étaient déjà désintégrées et avaient fui. Les Alliés ont bien tenté de bombarder les Allemands, mais ce n'était pas très efficace et ils ont subi de lourdes pertes. Face à la pénurie critique de bombardiers, ils ont été contraints d'utiliser des appareils obsolètes. Des divisions de chars lourds ont aussi été déployées, mais avec peu de succès. Avec les Allemands établis sur la rive française du fleuve, les Français ont une fois de plus démontré leur totale incapacité à deviner les plans allemands. Ils ont supposé que les Allemands se dirigeraient au sud pour contourner la ligne Maginot. Pour se protéger contre cela, beaucoup des renforts envoyés ont été dirigés vers le sud. En fait, les Allemands allèrent foncer vers le nord-ouest à toute vitesse en direction de la Manche.
Cela laisserait les forces alliées en Belgique coupaison du reste de la France. C'était un plan audacieux et risqué. Une avancée si rapide rendrait leurs flancs très vulnérables à une contre-attaque française. Avec un corridor aussi étroit, les hommes en tête pouvaient facilement se retrouver encerclés eux-mêmes. Malgré le risque, les Allemands ont tenté leur chance et ont avancé à toute vitesse. Le meilleur exemple de cela fut lorsque Erwan Rommel avança de 110 km en une seule journée. Il a avancé bien devant son infanterie et son artillerie, ce qui aurait dû, si les Français avaient été plus efficaces, être extrêmement imprudent et dangereux. En fait, cela a servi à démoraliser les Français, stupéfaits de voir jusqu'où les Allemands s'étaient avancés vers l'ouest. En réalité, les commandants allemands étaient en désaccord sur la poursuite de cette avance effrénée. Le commandant principal voulait ralentir et consolider la progression. Un subordonné a menacé de démissionner si cela se produisait, alors l'avance a continué. Le fait que les Allemands pouvaient et devaient être vulnérables n'a pas échappé aux Alliés. Comme l'a dit Churchill, la tortue a sorti sa tête dangereusement loin de sa carapace. Tout cela était très bien, mais si les Français ne pouvaient pas déployer rapidement leurs forces, cela serait inutile. À ce moment-là, cela semblait improbable, car les forces alliées s'effondraient essentiellement. Les forces en Belgique devaient en battre en retraite pour tenter d'éviter l'encerclement. La progression rapide des Allemands avait aussi perturbé les communications alliées, causant une grande confusion sur la situation. Quelques petites contre-attaques ont eu un succès modéré, mais il aurait fallu concentrer davantage de forces sur une zone précise pour qu'elle soit vraiment décisive. Un plan visait à libérer des unités autour de la ligne Maginot pour attaquer vers le nord, mais il y eut des hésitations et des retards. Le moral et le défaitisme demeuraient un problème majeur. Au 5e jour de l'invasion, le Premier ministre français Paul Reynaud a dit à Churchill « Nous avons été vaincus, nous sommes battus, nous avons perdu la bataille, le front est brisé près de Sedan. » Billaud, un autre général français, a dit à un major britannique « J'ai tout par ses sancres, je suis anéanti et je ne peux rien faire contre ces panzers. » Finalement, le 20 mai, seulement 10 jours après le début de l'invasion, les Allemands atteignirent la Manche. Les forces alliées en Belgique étaient désormais coupées du reste de la France. La situation était critique. Le seul espoir pour les Alliés était d'essayer de sortir de l'encerclement, d'attaquer la colonne allemande depuis le nord et le sud en même temps. Ce plan impliquerait de coordonner les forces en France avec celles en Belgique, dont beaucoup étaient des Britanniques ou Belges. Cela nous amène à un autre problème majeur auquel les Alliés étaient confrontés, devoir gérer leurs relations entre eux. Il y avait beaucoup de méfiance mutuelle entre eux. Les Français doutaient souvent de l'engagement des Britanniques à défendre la France. Ils soupçonnaient également que les Belges avaient des sympathies pro-allemandes. Il y avait également des problèmes de communication, malentendus et désaccords. Cela a coûté un temps précieux qu'ils ne pouvaient se permettre de perdre. Le plan visant à tenter de percer l'encerclement nous le montre. Le commandant suprême français Weygand s'est rendu à Ypres pour préparer l'offensive. Malheureusement pour les Alliés, ils n'ont pas pu réunir tous leurs principaux commandants au même endroit en même temps. La première réunion de Weygand s'est tenue avec le roi Léopold de Belgique. Léopold n'était pas particulièrement enthousiaste à propos du plan, et Weygand repartit en pensant que les Belges n'allaient pas être d'une grande utilité. Léopold voulut entendre l'opinion du commandant britannique avant d'accepter. Weygand, le commandant français, retourna à Paris, incertain de la mise en œuvre du plan. 1 heure après son départ, Gort, le commandant britannique, arriva. Gort fut informé du plan et n'était pas très optimiste quant à ses chances, mais il accepta d'aller de l'avant. Le moral des Français demeurait un immense défi. Le chef d'état-major britannique visita les Français et décrivit ainsi la situation. « J'ai alors trouvé les généraux français Biot et Blanchard totalement désespérés. Aucun plan, aucune idée de plan, prêts à être massacrés. J'ai perdu mon calme et j'ai secoué Biot par le bouton de sa tunique. L'homme est complètement abattu. » Cependant, le chef d'état-major britannique a obtenu l'accord des 2 généraux français sur le plan pour percer l'encerclement. Les forces alliées attaqueraient la ville d'Arras simultanément par le nord et par le sud. Même alors, ils ont tardé. Le général Altmayer, qui serait chargé de l'offensive, a déclaré que les forces ne seraient pas prêtes avant 2 jours. Dans une citation, il a dit qu'il fallait voir les choses telles qu'elles sont. Les troupes se sont tirées. Il a ensuite dit qu'il était prêt à aller se faire tuer à la tête d'un bataillon. Malgré cette attitude pathétique des commandants français, la tentative de percer a bien eu lieu le 21e jour, le 11e jour de l'invasion. Elle fut, et vous voudrez peut-être vous asseoir, en fait plutôt réussie.
Les Alliés ont capturé Arras. Il y avait une lueur d'espoir. Les Allemands ont été secoués par cela. Le général allemand Rommel a subi ses plus lourdes pertes en chars ce jour-là. D'une certaine façon, ce n'est guère étonnant. Les Allemands étaient extrêmement surexposés. Alors, ce qui s'est passé ensuite, c'est que les Alliés ont tout donné dans la bataille pour exploiter leur avantage aussi fort et vite que possible, n'est-ce pas? Non, en fait, ils ont continué à faire ce qu'ils faisaient jusque-là, tergiverser, hésiter, se disputer. Aucun des commandants ne voulait que ce soit ces hommes qui prennent la tête de l'offensive. Après quelques jours, la petite force britannique à Arras a jugé la situation intenable et a dû se retirer. À Paris, le retrait britannique d'Arras a été interprété comme un abandon de leur part de l'idée de percer l'encerclement. Ils se sont convaincus que les Britanniques n'étaient donc pas déterminés à défendre la France et qu'ils rentraient non chez eux. Les relations franco-britanniques se dégradèrent gravement. Weygand, le commandant suprême français, pensait que le gouvernement britannique lui mentait. Il a même menacé de frapper le chef d'état-major britannique. On ne peut s'empêcher de penser que si seulement ce genre d'esprit combatif avait été appliqué à l'armée nazie qui envahissait alors son pays. Les Allemands menaçaient désormais de prendre toute la côte, ce qui mettrait les forces britanniques et françaises en danger de ne plus pouvoir évacuer par la mer. Ils ont donc abandonné l'attaque vers le sud et se sont repliés vers le nord. Le problème qu'avaient les Alliés en tant que coalition s'est de nouveau manifesté quelques jours plus tard, lorsque la Belgique a demandé un cessez-le-feu avec l'Allemagne. La Grande-Bretagne et la France étaient bifurieuses. Le Premier ministre français déclara lors d'une émission radio qu'il n'y avait jamais eu une telle trahison dans l'histoire, ce qui me semble quelque peu exagéré. À ce stade, il était clair que les forces du Nord allaient devoir être évacuées de Dunkerque. Étant donné que tant de choses qui s'étaient en est passées jusque-là relevaient de la farce, vous pourriez être surpris d'apprendre que l'évacuation de Dunkerque a été menée de manière vraiment assez compétente. Au final, environ 340 000 soldats alliés ont été évacués et environ 35 000 ont été laissés sur place et faits prisonniers. Malgré le succès relatif en termes d'hommes évacués, cela a porté la relation entre la Grande-Bretagne et la France à un niveau plus bas. Les Français ont estimé que les Britanniques avaient privilégié leurs soldats lors de l'évacuation et n'avaient pas apporté tout le soutien aérien possible. Weygand, le commandant français, a dit « Chaque peuple a ses vertus et sa défense ». L'anglais est motivé par un égoïsme presque instinctif. De leur côté, les Britanniques n'avaient plus guère de respect pour les Français. Un commandant britannique a écrit qu'il ne semble guère y avoir d'erreurs que les Français ne commettent pas. Leurs généraux sont au-dessous du mépris. Cette rupture totale dans la relation a rendu pratiquement impossible pour les Alliés de continuer à se battre après l'évacuation de Dunkerque. Théoriquement, la bataille n'était pas encore perdue. Les Français avaient encore une grande partie de leur armée intacte et les Allemands ne contrôlaient qu'une petite partie de la France. En réalité, dont ils n'avaient que plus vraiment la volonté de se battre et leurs forces étaient en désordre. Les Français étaient en infériorité numérique et les Allemands avançaient rapidement vers le cœur de la France. Le 10 juin 1940, le gouvernement annonça son départ de la capitale et évoqua rapidement une capitulation. Bien que compréhensible, ce n'était pas l'unique option. La capitulation était censée, si la guerre prenait fin et que les Britanniques se retiraient également, comme le présumaient les Français. Certes, les Britanniques étaient menés par ce leader têtu, peu enclin à capituler. Si les Français avaient eu un peu de cet esprit churchillien, plusieurs options s'offraient à eux. Le gouvernement aurait pu partir à l'étranger, en Afrique du Nord française ou en Grande-Bretagne. Il aurait pu emmener autant de ressources militaires que possible et poursuivre la lutte là-bas. Ils auraient pu théoriquement poursuivre une guérilla sur le continent, appuyée par la Grande-Bretagne. Il faut cependant dire que cela aurait entraîné d'énormes destructions et, vu la brutalité des nazis, je ne serais pas surpris qu'ils aient littéralement exécuté tout le monde en France. En acceptant un cessez-le-feu, certains dirigeants français espérant pouvoir conserver un certain contrôle sur une partie raisonnable de la France. Le 22 juin, quand les Allemands contrôlaient environ 2/3 de la France, l'armistice a été signé. Le nord de la France était sous occupation nazie, tandis que le sud était devenu l'État fantoche de Vichy, contrôlé par les Allemands. La France de Vichy a collaboré et coopéré avec l'Allemagne nazie à un degré honteux. Beaucoup de Français ont fini par adhérer pleinement à l'idéologie nazie. La France de Vichy fut la seule nation non occupée à organiser activement la rafle et la déportation de ces Juifs vers l'extermination durant la Shoah. L'antisémitisme était déjà présent en France avant la guerre, et donc beaucoup de personnes en France de Vichy étaient totalement favorables à l'extermination des Juifs.
quelques Français courageux ont continué à se battre au sein de la résistance française, et un gouvernement en exil a été mis en place à Londres, dirigé par Charles de Gaulle. La France a subi 4 années d'occupation nazie jusqu'à sa libération lors du débarquement. Alors comment résumer ? Selon moi, les 4 plus grands facteurs de l'effondrement spectaculaire de la France sont les suivants. 2 raisons principales de la défaite française, l'échec à défendre les Ardennes et l'inflexibilité face à la traversée allemande des Ardennes, sans contre-attaque après la traversée de la rivière. Troisièmement, leur gros problème de morale bas et de défaitisme. Quatrièmement, les défis liés à l'appartenance à une coalition. Pour moi, les 2 premiers sont les plus importants. La France n'aurait vraiment pas eu besoin de faire grand-chose pour rendre la traversée des Ardennes et le passage de la Meuse incroyablement difficile et coûteux pour les Allemands. La destruction des routes aurait retardé les Allemands de plusieurs jours. Ils auraient pu miner la route. Avec même des quantités modérées d'artillerie ou de bombardiers, ils auraient pu causer d'énormes pertes aux Allemands. Même sans avoir fait ces choses-là, une réaction rapide aurait pu dévaster les Allemands. Par exemple, si une fois que les Allemands avaient traversé la Meuse, les Français avaient été capables de contre-attaquer et de les repousser de l'autre côté du fleuve, les Allemands auraient été absolument impuissants. Une énorme partie de l'armée allemande aurait été piégée dans la forêt des Ardennes, à peine capable de riposter et incapable d'évacuer rapidement. N'oubliez pas qu'un commandant allemand l'a décrit comme le plus grand embouteillage de l'histoire. Cette énorme quantité d'hommes et de véhicules aurait été la cible la plus facile au monde pour l'artillerie, de parfaites cibles. Rappelons que les Français disposaient en fait de plus d'artillerie que les Allemands. Les Allemands n'auraient presque pas pu riposter, ce qui aurait engendré un véritable carnage. C'est précisément à cause de cette possibilité que les Allemands étaient ainsi nerveux à propos de leur plan. Malheureusement pour la France et pour le monde, ce n'est pas ce qui s'est passé.